Bien, bonjour à tous. On va essayer de, si vous le voulez bien, de tenir le timing pour cette session de communication libre, avec des communications qui doivent durer une dizaine de minutes, questions comprises. On est très heureux d'être là avec mon collègue Paul Gerby de Toulouse. Moi, je suis Franck Perrotin de Tours. Et je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec Élodie Guédon qui va nous parler des lésions sphinctériennes obstétricales. Bonjour, ça marche, c'est bon. Donc, je suis Élodie Guédon, je travaille à la Riboisière, donc à Paris, en maternité, et je viens vous présenter le travail qu'on a fait avec une de nos internes, le docteur Anctil, pour sa thèse de médecine. Et donc, c'est les facteurs de risque de lésions obstétricales du sphincter anal, autrement appelé périnée complet, et impact de la recommandation négative de l'épisiotomie préventive. Donc, on sait qu'on a diminué notre taux d'épisiotomie depuis quelques années, mais surtout récemment depuis les recommandations de la HAS en 2017 et le CNGOF qui a suivi en 2018. Et donc, depuis ces recommandations, dans toutes les maternités, et notamment dans la nôtre, on a beaucoup moins d'épisiotomie et on la pratique beaucoup moins systématiquement. Et donc, on se pose la question, surtout pour ceux qui ont travaillé avant, est-ce que ça ne va pas impacter notre taux de lésion obstétricale du sphincter anal, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant les périnées complets. Et donc, on a voulu faire une petite étude pour voir dans notre maternité ce que ça avait donné. Les LOSA, donc les facteurs de risque, il y en a des reconnus qu'on a pris en compte. C'était l'annuliparité, le fait d'avoir un accouchement instrumental, donc c'était forceps, spatule ensemble sont plus pourvoyeurs de LOSA, plus que les ventouses, plus que l'accouchement spontané. Le poids de naissance joue bien sûr aussi, et l'âge maternel à une moindre mesure. Donc on a fait une étude rétrospective cas témoins dans notre centre, on a inclus tous les LOSA qu'on avait eus sur la période 2013-2020. Pour chaque LOSA, on a apparié deux témoins, pour chaque cas, donc on a 2 témoins, et on a choisi 4 critères qui étaient: est-ce que la patiente avait déjà accouché voix basse ou pas, donc sous-entendu la nulliparité, l'âge avec 2 critères, moins de 35 ans, plus de 35 ans, le mode d'accouchement, donc spontané ou ventouse ou spatule forceps dans la même catégorie, et un poids de naissance qu'on a apparié à plus ou moins 200 grammes par rapport au cas. Donc les 2 premières patientes dont les 4 critères correspondaient étaient inclus comme le témoin de la patiente. Et pour voir l'évolution un peu de notre pratique pour l'épisiotomie, on a fait une étude ensuite entre un groupe avant la restriction, avant les recommandations, donc 2013-2017, et un groupe après 2018 pour voir ce que ça avait donné comme changement. Donc en tout, dans la période, on a inclus 134 LOSA. Il y en a certains, on n'avait pas de témoins, donc ils ont été exclus. En tout, sur la période, on avait un taux de LOSA de 0,9%, ce qui n'est pas énorme pour notre maternité. Pour notre critère de jugement principal, donc l'épisiotomie, on voit que finalement, il y avait autant d'épisiotomie dans le groupe LOSA que dans le groupe pas de LOSA. 48,5% et 48,1%. Donc a priori, dans notre maternité, l'épisiotomie n'était ni un facteur de risque, ni un facteur protecteur de LOSA. Pour les autres, on a regardé aussi d'autres facteurs de risque pour voir si on ne pouvait pas trouver des facteurs de risque modifiables pour notre pratique. Et donc, on a retrouvé la variété occipito-sacrée. Donc, souvent, nous, les obstétriciens, on pense qu'effectivement, l'OS, c'est un gros pourvoyeur de périnée complet. Mais en fait, dans la littérature, c'est assez débattu. Bon, dans notre maternité, c'était assez clair, puisqu'il y avait 10% presque 10% d'OS dans les LOSA et seulement 1,5% dans les pas LOSA. Donc, en tout cas, nous, on l'a bien retrouvé. Et ensuite, une autre chose qu'on a regardé, qui n'est pas du tout étudiée dans la littérature, parce que c'est très subjectif et c'est pas bien codifié, mais on a considéré, nous, la barrière de la langue, c'est-à-dire si à un moment dans le dossier c'était noté qu'il y avait un problème de communication, on avait considéré qu'il y avait une barrière de la langue. Et donc, dans le groupe LOSA, il y avait quand même 15% de barrière de la langue et seulement 5% dans le groupe non LOSA. Donc 3 fois plus quand même dans le groupe LOSA. Et de même, il y a l'origine géographique des patientes. Quand on avait regardé en tout venant, il n'y a pas de différence. Par contre, si on fait origine asiatique ou non asiatique, il y a une différence significative. Et ça, dans la littérature, c'est aussi retrouvé généralement. Donc, ça correspondait.
On avait aussi regardé pour le travail et l'accouchement, on a regardé plein de critères, notamment la deuxième phase du travail, voilà. Le seule différence qu'on a mis en évidence, c'est que la dilatation, donc la phase active, était un peu plus lente dans les patientes avec un LOSA que ce sang. Et aussi, bon ça on ne sait pas trop pourquoi, il y avait le mode d'entrée en travail, il y avait plus d'accouchement, plus de travail spontané dans le groupe LOSA que dans l'absence de LOSA, où il y avait plus de maturation, déclenchement. Bon, ça c'est peut-être une fluctuation d'échantillonnage, il faudrait revoir à plus long terme. Voilà. Et donc, dans la deuxième partie de l'étude où on étudiait avant 2017, avec une pratique plutôt large de l'épisiotomie dans notre maternité, on avait, chez les LOSA, donc il y avait 78 LOSA dans la période, et il y avait 56,4% d'épisiotomie. Et en fait, dans les absences de LOSA, il y avait autant d'épisiotomie, c'est-à-dire 55,3%. Donc, on pouvait dire que ce n'était pas significatif. Il n'y avait toujours pas un facteur ni protecteur ni de risque de l'épisiotomie dans le groupe, dans la période où on faisait beaucoup d'épisiotomie. Et quand on a diminué, donc après 2018, on voit qu'on avait 37% d'épisiotomie dans le groupe LOSA contre 39% dans le groupe absence de LOSA. Et c'était pas non plus significatif. Donc même lorsqu'on faisait moins d'épisiotomie, on n'avait toujours pas un facteur protecteur de l'épisiotomie dans notre groupe. Et on a fait une autre encore sous-groupe, puisque dans les recommandations du CNGOF, c'est quand même très séparé. La voie basse spontanée, on sait que a priori ça ne protège pas et donc du coup c'est acté, tandis que dans la voie basse instrumentale c'est laissé au libre arbitre de l'accoucheur. Et donc on a regardé si pour uniquement les voies basses instrumentales il y avait une différence et on voit qu'en fait on avait quand même beaucoup d'épisiotomie, 80% d'épisiotomie avant 2017 dans notre groupe, dans nos deux groupes, qui n'étaient pas significativement différents dans chaque groupe. Et puis par contre, après, on passe à 53% dans le groupe LOSA et 57,7% dans le groupe absence de LOSA, donc beaucoup moins d'épisiotomie et toujours pas de différence. Même si là, on a l'impression quand même qu'il y a un peu plus d'épisiotomie dans le groupe absence de LOSA sans que ce soit absolument significatif. Et donc, en conclusion, donc nous, dans notre étude, on peut pas dire que, l'épisiotomie ne semble pas être un facteur protecteur de LOSA, qu'elle soit utilisée de manière large comme avant 2017 ou plus restreinte comme depuis 2018, et que ce soit en voie basse spontanée ou en voie basse instrumentale. Par contre, on retrouve comme facteur de risque autre qu'on a trouvé dans notre population que l'OS, que l'origine asiatique et la barrière de la langue mentionnée comme telle dans le dossier, ça semble être des facteurs de risque de LOSA. Il se trouve qu'on a quand même un taux d'épisiotomie, on voyait sur notre taux de voie basse spontanée qui est quand même de presque 12% dans la deuxième période, ce qui est encore élevé. Et donc peut-être que si on continue de diminuer notre recours à l'épisiotomie, il n'est pas impossible qu'on trouve une différence, mais en tout cas dans notre période d'évaluation, il n'y avait pas de différence pour l'épisiotomie et les LOSA. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a le temps pour une ou deux questions. Est-ce que vous avez regardé sur la période, parce que c'est vrai que c'est assez parlant, la diminution du taux d'épisiotomie entre les deux périodes, parce que je crois que sur population générale, là, ça faisait quand même 20% en moins entre les deux périodes. Oui, c'était statistiquement différent, oui. Clairement. Et est-ce que sur la période, le taux de LOSA n'a pas monté du tout? Mais bon, et sur cette période, il n'a pas monté en tout cas. Pas significativement. Il a monté un peu, mais pas significativement. Et est-ce que vous avez regardé en fonction du type de LOSA? Non, vous n'avez pas analysé en fonction de la gravité, quoi, entre 3AB et 4, quoi, en fait. Le problème, c'est qu'il y avait trop peu de 4 pour choisir. Bon, ça change quelque chose. Bien, merci beaucoup. Bravo. Merci. Oui. Vas-y, tu peux venir. Et donc pour la deuxième présentation, la présentation de Sophia Braun sur le déclenchement et le risque d'hémorragie du postpartum. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter notre travail réalisé au sein de l'équipe Épopée sur l'association entre le déclenchement du travail et le risque d'hémorragie du postpartum chez les femmes accouchant
par voie basse. Donc vous savez que le déclenchement est une pratique courante en France et probablement avec les essais récents publiés dans la littérature, il est possible que le déclenchement devienne une pratique de plus en plus fréquente. Et il nous semblait donc intéressant de caractériser les risques maternels potentiellement associés à cette pratique. D'autre part, l'hémorragie du postpartum reste en France la première cause de morbidité maternelle. Mais dans la littérature, l'association entre le déclenchement et le risque d'hémorragie est inconstant, du fait notamment de limites méthodologiques. De plus, il y a peu d'études en fonction de la méthode de déclenchement et il y a aussi peu d'études sur les facteurs intermédiaires. C'est pourquoi nous avons réalisé cette étude, l'objectif étant donc de caractériser l'association entre le déclenchement et le risque d'hémorragie, en prenant en compte les caractéristiques des femmes, le déroulement de la grossesse et du travail, et de réaliser ces analyses de manière globale et de décliner selon la méthode de déclenchement. Donc pour cela, nous avons pris 3 essais randomisés que vous connaissez peut-être. Ces études avaient pour point commun de tester une intervention avec pour objectif de prévenir l'hémorragie. Les critères d'inclusion et d'exclusion étaient très similaires dans ces 3 études et la mesure des pertes sanguines était précise et standardisée. Nous avons défini comme exposition donc, le déclenchement que nous avons comparé aux femmes ayant une mise en travail spontanée. Et nous avons caractérisé l'hémorragie comme des pertes sanguines supérieures à 500 ml. Et dans une analyse complémentaire, nous avons considéré l'hémorragie sévère supérieure à 1000 ml. Les covariables étaient donc les caractéristiques maternelles, le déroulement de la grossesse et le déroulement de l'accouchement. Et comme on va voir après, nous avions 2 facteurs considérés comme intermédiaires, qui étaient l'extraction instrumentale et la dose d'ocytocine administrée. Sur le plan statistique, nous avons réalisé une régression logistique multivariée. Nous avons aussi réalisé un score de propension et nous avons réalisé des équations structurelles pour évaluer la contribution de ces facteurs intermédiaires. Donc voici le flowchart de notre étude et quand nous avons fusionné les 3 bases, nous avions plus de 9500 patientes avec 2% d'exclusion pour des données manquantes, ce qui nous faisait 9209 femmes, dont près de 20% ont été déclenchées. Et vous voyez ici les résultats de l'analyse univariée, multivariée et après score de proportion. Et donc vous voyez qu'on retrouve une association entre le déclenchement et l'hémorragie. Et cette hausse ratio est très similaire finalement, quelle que soit la méthode statistique qu'on a utilisée. Et on retrouve un autre ratio qui reste similaire lorsqu'on décline en fonction de la méthode de déclenchement. Et encore, ça reste stable quand on regarde l'hémorragie supérieure à 1000 millilitres. Ensuite, comme je vous ai dit, nous avons réalisé des équations structurelles pour évaluer la contribution de facteurs intermédiaires. Donc vous voyez le déclenchement qui est notre facteur d'exposition avec la flèche vers l'hémorragie. Nous avons tout en haut les facteurs considérés comme facteurs de confusion. Et ensuite, vous avez l'ocytocine qui est finalement sur le chemin entre le déclenchement et l'hémorragie et l'extraction instrumentale aussi. Et quand on réalise ces équations structurelles, on voit que près de 1/3 de cette association est médiée par l'administration d'ocytocine pendant le travail. La contribution de l'extraction instrumentale, elle semble beaucoup plus faible, aux alentours de 1% seulement dans notre analyse. Donc, notre étude, elle nous semble avoir plusieurs forces. En effet, nous avons pris en compte le biais d'indication, notamment en utilisant un score de proportion. Nous avions une population de grande taille avec un grand nombre d'événements. Les données étaient précises, de bonne qualité. Et nous avons aussi réalisé cette analyse en sous-groupe en fonction de la méthode de déclenchement. Bien sûr, notre étude comporte aussi des risques. Il s'agit d'une étude tirée d'études randomisées. Il y a probablement un biais de sélection. Toutes les patientes qui ont eu une césarienne ont été exclues car il s'agissait uniquement d'une étude réalisée chez les femmes qui ont accouché par voie basse. Et malheureusement, les données sur la durée de travail n'étaient pas disponibles. Probablement qu'il y a un lien à faire entre la dose d'ocytocine administrée et la durée de travail que nous n'avons pas pu établir.
Donc, il nous semble que le déclenchement est associé avec un risque d'hémorragie du postpartum et cette association peut être expliquée via l'administration d'ocytocine, probablement via la durée du travail qui est fortement corrélée avec l'administration d'ocytocine et puis probablement qu'il y a un effet propre du déclenchement qui est associé à ce risque. Et donc, ce risque d'hémorragie est à prendre en compte lorsque l'on discute d'un déclenchement. Nous n'avons pas identifié de sous-groupe à risque particulier. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce travail excellent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Non, ils n'ont pas retrouvé d'augmentation du risque. Non. Du coup, comment est-ce que vous expliquez cette différence entre l'effet du déclenchement dans votre analyse par rapport à ce qui ressort dans la littérature globalement? Il y a des pistes de réflexion là-dessus, non? Ou c'est simplement lié au fait peut-être que le monitoring est moins poussé par rapport aux HPP dans les essais randomisés sur le déclenchement? Alors là, c'est vrai qu'ici, on a vraiment une mesure qui était standardisée. Les objectifs de l'étude ici, dans ces 3 études-là, l'objectif c'était d'évaluer l'hémorragie, alors que dans d'autres études, effectivement, c'est pas un critère de jugement primaire. Finalement, ça revient comme un critère de jugement secondaire, probablement que les effectifs et les calculs sont pas faits sur ce critère-là et que ça peut être un lien. Et après, par exemple, il y a aussi des études où, finalement, l'étude de Grobman, elle est sur des patientes à bas risque nullipare et que peut-être que les caractéristiques de nos populations peuvent jouer sur ce risque également. Et c'est ce que j'allais te demander, parce que je pense que la principale différence avec Grobman, c'est que du bas risque dans son essai. Et toi, justement, dans la population de ces 3 essais, c'est assez... Alors, je peux vous montrer... En tout cas, bravo pour avoir résumé ça en 6 minutes, toutes ces analyses. Alors là, du coup, j'ai la population totale. Donc, on avait un IMC... Il y a quand même 47% de multipares. Oui, c'est ça. Et juste parce que c'est quand même très intéressant d'avoir pris en compte pour le Synto, l'ocytocine. Oui. Dans les 3 essais, c'était répertorié la dose totale administrée. Parce que ça, c'est rare de le trouver. Oui, c'est vrai que du coup, je ne l'ai pas détaillé. Non, la dose totale, elle n'était pas toujours détaillée. Mais par contre, on avait le débit maximal et on avait la durée. Et c'est montré dans la littérature qu'il y a une corrélation quand on fait le produit de la durée fois le débit maximal. Et donc, on a utilisé ce produit qu'on a considéré comme la dose totale. Mais effectivement, c'est ce qui a été montré dans la littérature. Et est-ce que vous avez pu analyser les modalités de déclenchement sur col défavorable ou pas? Non, ça vous l'avez pas fait, du coup, en fait, quand on a détaillé par sous-groupe, on a fait un groupe qui était déclenchement par misoprostol ou ballonné en premier. Donc, on a considéré que c'était probablement un col plutôt défavorable. Et on avait un autre groupe qui était ocytocine ou rupture artificielle première. Et on a considéré que ce groupe-là était probablement un col plutôt favorable avec un bishop plus élevé. Et donc, du coup, c'était ça nous permettait d'avoir un reflet du col en début de déclenchement. Eh bien, merci. Bravo, Sophia. On peut passer à la présentation suivante. Donc on passe aux interruptions de grossesse entre 12 et 16 semaines. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Elsa Gottardi. J'ai terminé mon internat là récemment en novembre 2021. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé à l'hôpital Necker et qui porte sur les complications des interruptions de grossesse. On s'est situé entre 12 et 16 semaines. Il y a un contexte un peu évident dont on va discuter. Donc l'interruption de grossesse en France et en Europe, il faut savoir qu'il n'y a pas une législation harmonieuse. Par exemple, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, ils sont arrêtés à une seule limite de terme, que ce soit interruption volontaire ou médicale de grossesse, et elle varie entre 20 et 24 semaines d'aménorrhée.
Nous, en France, on a décidé de faire la différence entre les deux. Donc les interruptions médicales de grossesse, ça peut être réalisé sans limite de terme. Par contre, les interruptions volontaires de grossesse, c'était 14 semaines jusqu'au 2 mars 2022, où la loi a été votée et est passée à 16 semaines. Concernant l'IVG en France, ça concerne quand même une grossesse sur 4, donc c'est quelque chose de très fréquent. Le délai moyen d'accès aux soins, il est d'à peu près une semaine, un tout petit peu plus, mais il y a des endroits en France où ça peut être jusqu'à 3 fois plus important. Néanmoins, il y a plus de 95% des femmes qui arrivent à réaliser leur interruption de grossesse avant 12 semaines d'aménorrhée, et la plupart arrivent même à le faire avant 8 semaines d'aménorrhée. Néanmoins, il y a 1500 femmes chaque année qui doivent se rendre à l'étranger pour une interruption de grossesse. Donc, cette étude s'est faite dans le cadre de la proposition de loi de 2020 d'augmentation du délai de grossesse, d'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Le but annoncé, c'était d'éviter les départs à l'étranger des femmes, de leur permettre un délai de réflexion suffisant, surtout si c'était une découverte tardive de grossesse, et de répondre à des difficultés d'accès aux soins qui, en France, restent quand même assez limitées, mais il y a certaines régions où, en effet, ça peut être difficile d'avoir un rendez-vous pour une interruption de grossesse. Il y a une enquête qui avait été réalisée par le CNGOF pour savoir un peu ce qu'en pensaient les médecins. Et il y a 72% des praticiens, en fait, qui étaient opposés à cette idée d'allonger le délai. Ils ne pratiquaient pas tous des IVG, néanmoins, il n'y en avait que 500 sur 800 environ qui avaient été interrogés. Et ils avançaient un risque médical majoré. Qu'est-ce que c'est que ce risque médical majoré? On ne savait pas vraiment. En tout cas, il y a une étude de Jaco et Hall qui a comparé les interruptions de grossesse avant 15 semaines par curetage-aspiration à celles au-delà de 15 semaines par dilatation-évacuation et qui ne montrait pas de différence significative. Donc on s'est posé la question, si on prend les patientes entre 12 et 16 semaines, est-ce que vraiment il y a plus de risques autour de 16 semaines qu'autour de 12 semaines? Donc pour ce faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Necker, il n'y a pas de service de gynécologie, mais par contre, il y a un pôle de diagnostic anténatal qui est très développé. Donc en fait, on a pu travailler sur les patientes qui sont venues pour interruption médicale de grossesse. C'est les mêmes procédures que les interruptions volontaires. Et donc on a recruté toutes les patientes entre janvier 2015 et décembre 2020. On a fait 4 groupes parce qu'il y avait des méthodes différentes qui étaient utilisées. Ça pouvait être par aspiration ou par expulsion. Et donc, on les a comparés 2 à 2. Donc, on a fait les groupes 12-14, les groupes 14-16 et en fonction de la méthode qui a été choisie. Au total, au départ, on avait à peu près 800 patientes. On a dû éliminer toutes celles où c'était des erreurs de terme, des grossesses arrêtées, qui donc ne rentraient pas dans notre étude. Et ensuite, on en avait quand même pas mal, presque 200, pour lesquelles on avait des données manquantes, notamment concernant les saignements ou alors des comptes rendus opératoires qui n'étaient pas du tout exploitables. Il n'y avait aucune information mise à part le terme. Donc au total, on avait 400 patientes qu'on a pu analyser dans cette étude, qui étaient réparties à peu près équitablement entre les 12-14 et les 14-16. On en avait 30 dans le groupe expulsion à petit terme, beaucoup plus dans le groupe aspiration. Et par contre, le groupe 14-16 s'était réparti à peu près équitablement. Donc, si on compare expulsion versus aspiration, donc chaque colonne représente un groupe de termes. Donc, la première colonne, c'est les petits termes 12-14. Ensuite, on a les 14-16 et ensuite, c'est tout terme confondu 12-16. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que systématiquement, il y a beaucoup plus de saignements et beaucoup plus d'hémorragie dans le groupe aspiration. Enfin, si on compare la colonne de la fin, on voit que les hémorragies en expulsion, on est à peu près 3%, alors qu'en aspiration endo-utérine, on a 53%, ce qui est quand même énormissime. Pareil pour le taux de transfusion. À l'inverse, les expulsions par voie basse, les patientes vont avoir plus de reprises pour saignement ou pour expulsion incomplète. Donc, on doit les passer au bloc secondairement pour aller faire une aspiration. Et ça aussi, c'est significatif dans chacune des catégories de termes qu'on a analysées. Donc, si on compare aspiration, expulsion, on a beaucoup plus de saignement pour les aspirations et plus de rétention pour les expulsions. Si on compare, cette fois-ci, on ne s'intéresse que aux patients qui ont une expulsion et on les compare en fonction du terme, c'est-à-dire 12-14 ou 14-16. Et bien dans notre population, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre ces deux groupes-là, sachant qu'on a quand même un tout petit effectif, on n'a que 30 patientes sur le groupe 12-14. Cette fois-ci, si on regarde les aspirations endo-utérines, la seule chose qui est statistiquement significative, c'est une différence dans le taux de transfusion. C'est pas énormissime non plus, on passe de 0,6 à 4,4%. On voit qu'il y a l'air d'avoir un peu plus d'hémorragie aussi, mais on ne doit pas avoir une puissance suffisante pour faire ressortir. En tout cas, ce n'est pas significatif. Le reste des complications chirurgicales, on n'a pas trouvé de différence. Je vous ai fait un petit graphique. Ça montre plutôt bien l'évolution des pertes sanguines en fonction du terme. La ligne en bas, bleue, qui est plutôt stable, c'est les patientes à expulsion. On voit bien qu'en fonction du terme, ça n'a pas l'air d'augmenter. C'est des médianes qui sont représentées. Et en orange, c'est pour les aspirations. Donc là, on a l'impression que ça augmente un petit peu plus, mais ça reste quand même stable. Il faut savoir que les 1600 qui sont tout à la fin, entre 15,4 et 16 semaines, c'est basé sur 4 patientes uniquement. Parce qu'on avait plutôt tendance à vouloir les orienter, celles-ci, vers les expulsions. Donc il n'y a que 4 patientes, mais par contre, elles ont toutes saigné plus d'un litre d'eau.
Donc si on compare à la littérature, je vous ai remis dans le petit ovale en haut, c'est le taux de complications qu'on a sur notre étude à nous. Donc on a beaucoup de rétention, on est à 14%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Neckar, il y a un protocole un peu particulier. Toutes les patientes qui ont une interruption médicale de grossesse, elles vont avoir une échographie au moment de l'expulsion ou au moment de l'aspiration. Elles en ont une nouvelle le lendemain matin. Donc en fait, il y a beaucoup de patientes qui sont récupérées, entre guillemets, comme ça, où on voit qu'il reste encore des choses dans l'utérus. Et du coup, on va avoir tendance à mettre soit de la mifégine, soit du cytotec, soit faire une aspiration. Sachant que du coup certainement que ça augmente un peu ce taux de rétention, certainement qu'il y a des patients qui avaient juste un petit caillot qui serait finalement parti tout seul et que du coup on va être interventionniste. Les lésions cervicales c'était 3%, perforation 0,2 et du coup les saignements en cas d'aspiration c'était énorme, on était à plus de 50%. Globalement dans la littérature c'est à peu près ce qu'ils ont trouvé. Jaco et Hall, c'est la première étude dont on a parlé, donc ils montraient qu'il y avait plus d'hémorragie en cas d'aspiration par rapport à la dilatation. On n'a pas les mêmes chiffres mais on a la même conclusion. Schmidt, il comparait aussi aspiration et dilatation à des termes plus élevés, entre 13 et 23, et il montrait qu'il y avait plus d'aspiration secondaire en cas d'expulsion. Koskas avait réalisé une étude qui ressemble un peu à la nôtre, mais qui était basée entre 12-14 et inférieure à 12, et donc il ne montrait pas de différence significative sur le taux d'hémorragie ou les estimations des pertes sanguines, mais il y avait plus de temps opératoire et de lésions cervicales. Ça, c'est pas ce qu'on a retrouvé, nous. Et globalement, je vous ai remis les taux de complications qui sont trouvés généralement dans la littérature pour vous donner un petit peu une idée d'où est-ce qu'on se situe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde les taux de complications, qu'est-ce qui a tendance à les influencer? Il y a deux facteurs qui ont été retrouvés, c'est l'âge gestationnel et l'expérience des praticiens. Necker, c'est un hôpital universitaire. Les aspirations sont réalisées principalement par des internes. Il faut savoir qu'à partir des termes élevés, donc 13-14 semaines, il y a présence d'un senior normalement sur place, mais ça reste des vieux internes qui font les aspirations. Quand je dis vieux internes, c'est en général au moins 7e semestre. Pour vous donner une petite idée, Grims et Hall avaient fait une étude aussi qui montrait que quand on est sur des opérateurs non expérimentés, c'est-à-dire les internes, le risque de perforation est de 5,5 fois plus important et le risque de lésion cervicale est 2 fois plus important. Donc on majeure quand même vraiment les risques de complications chirurgicales. Les forces de cette étude, c'est qu'on a analysé plus de 400 patientes dans les termes 12-14, enfin 12-16, pardon, donc c'est quand même des effectifs conséquents, et qu'on a pu regarder en fonction de la méthode qui était utilisée pour voir si finalement il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre et vers lesquelles on devrait orienter les patientes. Les points faibles, c'est que ça reste une étude très hétérogène. On a comparé des expulsions voix basse à des aspirations, on a des disproportions d'effectifs, on n'a pas la même manière de recueillir les pertes sanguines non plus. L'aspiration, ça va directement dans le sac, on est au millilitre près. L'expulsion, on a des compresses, on a du sang par terre, on marche dessus, enfin, c'est quand même un peu moins précis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la méthode d'expulsion, elle est différente de ce qu'on trouve dans la littérature, donc ça complique aussi les interprétations. Parce que globalement, eux, ils utilisent beaucoup la dilatation et l'expulsion à la pince, donc notamment au faux germe, alors que nous, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un accouchement. Donc c'est pas totalement comparable non plus avec ce qu'on trouve dans les publications. Donc au total, quel que soit le terme analysé, si on compare les aspirations aux expulsions, en cas d'aspiration d'eau utérine, il y a une augmentation des pertes sanguines et des taux d'hémorragie supérieurs à 500. On a dit quasiment 50%, c'est énorme. En cas d'expulsion, il y a une augmentation des aspirations secondaires pour rétention. Donc là, se pose la question de l'intérêt de l'échographie systématique. Est-ce qu'on considère que du coup, on a vraiment aidé ces femmes en repérant plus, en étant un peu plus interventionniste, ou au contraire, est-ce qu'il faut considérer que du coup, on intervient beaucoup trop? Et si on compare les termes entre, du coup, non pas 14, mais 12-14 et 14-16, par contre, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation du taux de complications majeures. Et la seule petite différence, c'est un peu plus de transfusion en cas d'aspiration endo-utérine. Donc maintenant que la loi a été modifiée, c'est vrai qu'il va falloir peut-être réfléchir et discuter un peu comment est-ce qu'on réalise ces IVG entre 14 et 16 semaines. Est-ce qu'on fait des aspirations, du coup dans ce cas-là plutôt avec des équipes bien entraînées et pas des internes, sachant qu'on a quand même un risque un peu plus important de saignement. Est-ce qu'on va plutôt orienter les patientes vers des expulsions voix basse, comme ça a l'air de se faire dans les autres pays européens, ou alors est-ce qu'on reste sur nos protocoles à nous avec les expulsions qu'on réalise, en sachant qu'il y a un peu plus de rétention et surtout le point capital, ça va être la formation des praticiens. Il y a les sages-femmes aussi qui maintenant vont être autorisées à faire des IVG par aspiration et donc la formation, ça semble un point capital pour cette discussion-là. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation qui est particulièrement d'actualité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Essayez de parler fort si vous pouvez. Vous avez pas...
Ouais, la question, c'était de savoir si, au vu des conclusions, pour les patientes entre 14 et 16, on a plutôt tendance à les orienter vers une expulsion voie basse plutôt qu'une aspiration. La réponse, c'est évidemment, quand on voit ces chiffres-là, j'ai envie de dire plutôt oui, mais ça concerne aussi les patientes entre 12 et 14 au final. Parce que ce soit 12-14, si on reprend les taux d'hémorragie et les taux de complications, en fait, on voit que déjà entre 12 et 14, on est à 50% d'hémorragie dans les patientes qui ont une aspiration. C'est quand même très certainement biaisé. Enfin, c'est des chiffres qui sont énormes et assez surprenants. Après, c'est vraiment une photographie de comment ça se passe, les interruptions médicales de grossesse à Necker. Enfin, c'est une rétrospective sur 5 ans. Donc, en fait, ça se passe vraiment comme ça. Il y a vraiment 50% c'est ce qui des alerte patients le qui plus, saignent. là, quand même. Hein. Oui, le taux d'hémorragie dans vos aspirations, que vous avez étudié, j'imagine, parce que ça a dû... Après, moi, c'est arrivé pile au moment, évidemment, où je quittais le service. Donc, ce qui s'est passé derrière, c'est toujours un peu la surprise. Mais non, c'est ce qui a été vraiment très surprenant. Et c'est vrai que ça, c'est mon sujet de DES, parce que du coup, j'avais présenté à ce moment-là. Et ça a surpris tout le monde de voir des taux pareils. Et du coup, tout le monde a re-regardé un peu dans ses services. Et c'est vrai que les aspirations qui sont à des termes élevés, faites par les internes, enfin, très fréquemment, il y a des saignements au-delà de 500. Donc, oui, une remarque quand même, dans le groupe 12-14, il n'y a pas plus de transfusion, donc les pertes sanguines sont plus importantes, mais est-ce qu'on peut réellement dire, alors, oui, dans la définition, c'est sûrement des hémorragies, puisque c'est supérieur à 500, mais voilà, sur les critères de morbidité, on n'est pas forcément sûr, entre 12-14, qu'on joue de façon vraiment significative. tout à fait. Et donc, et surtout entre 12-16 semaines. Il y avait 2 autres questions, une là, Personne n'a anticipé. Oui, non, mais c'est sûr, il y a on va devoir avancer, je suis désolé. Il faut vraiment qu'on tienne le timing. Sur un sujet comme celui-là, en plus, on sait qu'on pourrait vraisemblablement parler longtemps. Merci. Parfait, merci beaucoup. Et donc, merci aux orateurs d'essayer de présenter en moins de 8 minutes pour qu'il puisse y avoir des questions. Alors, on passe donc à l'accouchement et à l'intérêt de la variabilité à court terme pendant le travail. Donc, bonjour à tous, je suis Simon Créqui. Je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé avec l'équipe de Créteil sur l'intérêt de la variabilité à court terme pendant le travail obstétrical à terme dans la prédiction de l'état néonatal. Donc, tout d'abord, quand on s'intéresse aux données qui ont permis d'utiliser la VCT en pratique clinique quotidienne, on voit que les premières études avaient été réalisées dans les années 90 par les équipes de Redman et avaient montré... C'est mieux là ? Excusez-moi. Donc je disais, quand on s'intéresse à l'utilisation clinique de la VCT, on voit que les premières études qui avaient été réalisées de manière rétrospective avaient été faites dans les années 90 par les équipes de Redman et avaient montré que la VCT était un bon paramètre dans la prédiction de l'acidose néonatale chez des fœtus qui étaient PAG ou en RCEU et notamment prématurés avant 33 semaines. À partir de ces données, dans les années 90, les équipes de Redman avaient ensuite créé un outil d'analyse informatisée du rythme cardiaque fœtal afin, du coup, d'évaluer le bien-être fœtal avant travail. À partir de ces données, de nombreux essais thérapeutiques randomisés ont permis de montrer un intérêt de la variabilité à court terme dans le suivi des fœtus atteints de retard de croissance intra-utérin, notamment dans la décision de naissance, et ils avaient montré qu'il y avait une amélioration du pronostic néonatal en cas d'utilisation de ce paramètre. À partir de ces données, on s'est posé la question de l'intérêt de la VCT pendant le travail. Quand on s'intéresse à la littérature sur le sujet, on voit qu'il y a assez peu d'études. Il y a à peu près 4 études dans les 24 heures avant travail et 4 études qui se sont intéressées à la VCT pendant le travail. Ces études sont en général de faible puissance. Il y a assez peu de participants avec des résultats qui sont assez discordants. La seule étude qui montrait un intérêt de la VCT avant travail avait montré un intérêt dans la prédiction des mauvaises issues chez les fœtus qui étaient petits pour l'âge gestationnel. À partir de ces données, on a voulu se poser la question
du coup, de modéliser la variabilité à court terme pendant le travail obstétrical en fonction du poids fœtal, à savoir le statut petit pour la gestationnelle ou eutrophe. Et enfin, on voulait évaluer l'intérêt justement de la variabilité à court terme dans la prédiction de l'état néonatal. Pour ce faire, on a élaboré une étude de cohorte rétrospective à Créteil, au CHIC, entre 2016 et 2018, et nous avons inclus tous les fœtus PAG à partir du poids de naissance, donc c'était sur les courbes ODIPOC, qui étaient nés après 37 semaines, avec tentative d'accouchement voix basse. Comme groupe contrôle, nous avons utilisé du coup des patientes qui ont présenté des fœtus eutrophes à la naissance, et on a appareillé pour chaque patiente ayant eu un fœtus PAG une patiente avec un fœtus eutrophe à l'aide d'un score de propension, et nous avons ajusté du coup sur l'âge maternel, la parité, le déclenchement, le terme de naissance, la présence d'un diabète gestationnel et le fait d'avoir un utérus unicicatriciel, qui étaient tous les critères qui pouvaient faire différer la prise en charge entre les deux types de patientes. Les calculs de la VCT ont été réalisés à 3 points pendant le travail. Donc on les avait réalisés en phase d'attente du travail, donc c'était à 3 cm de dilatation, en première phase du travail à 6 cm et en seconde phase du travail à dilatation complète. Pour l'analyse statistique, on avait d'abord utilisé un modèle de régression linéaire généralisée avec un effet mixte puisqu'on faisait plusieurs mesures par patiente. Comme critère de morbidité néonatale, on a choisi un critère composite qui incluait un pH au cordon qui était inférieur à 7,10 ou un score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes ou une admission en réanimation néonatale. Ensuite, pour ce qui était de l'analyse de l'intérêt de la prédiction de la VCT dans la prédiction de la morbidité néonatale, on a réalisé 2 modèles de régression logistique multivariés avec un modèle qui incluait la variabilité à court terme et un modèle qui n'incluait pas la variabilité à court terme qu'on a ensuite comparé. Donc vous avez ici le diagramme de flux. Donc entre 2016 et 2018 à Créteil, on avait identifié 948 fœtus PAG à la naissance et parmi les 6576 patientes qui avaient un fœtus eutrophe, on les a appareillés à l'aide d'un score de propension sur les facteurs que j'avais cités avant de façon équilibrée, donc une pour une. Donc vous avez ici le résultat principal de la modélisation de la VCT pendant le travail entre les fœtus PAG et les fœtus eutrophes. Ça fait un petit peu peur et j'ai pas le temps de tout vous présenter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence en fonction du statut PAG dans l'évolution de la VCT pendant le travail. Là, vous avez la VCT du coup en phase latente, en première phase et en seconde phase. Et en fait, c'est le seul résultat qui est significatif, c'est-à-dire qu'en cas de morbidité néonatale à la naissance, on a une évolution de la VCT qui est bien plus décroissante, avec des VCT qui sont significativement inférieures en première phase du travail et en seconde phase du travail. Donc à partir de ce résultat, comme on voyait qu'en fonction de la présence ou non de la morbidité néonatale composite, on s'est demandé si, à partir de cette évolution de VCT, on pouvait aider à la prédiction des fœtus qui étaient à risque d'acidose. Donc pour ce faire, on a considéré qu'à partir de cette courbe bleue qui représente l'évolution de la VCT pour les fœtus qui n'étaient pas atteints de morbidité néonatale, on a considéré que les fœtus qui avaient une évolution de la VCT qui était inférieure à ces pentes de VCT entre le début du travail et la seconde phase du travail présentait une évolution de la VCT qui était anormale. Donc vous avez ici le premier modèle de régression logistique que nous avons élaboré où nous avions inclus le terme la parité, le fait de savoir que c'était un fœtus qui était petit, et enfin la décroissance de la VCT et les anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal. On a choisi pour les anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal des anomalies qui étaient à haut risque d'acidose selon les critères du CNGOF. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans cette régression, la décroissance anormale de la VCT est indépendamment associée à la morbidité néonatale avec un odds ratio à 2,70. Les capacités diagnostiques sont pas folles, mais sont pas non plus mauvaises puisqu'on a une AUC qui est à 0,75 et on a ensuite validé le modèle par une méthode de bootstrapping où on a simulé 500 datasets en pouvant reprendre plusieurs fois la même patiente et ça montre que le modèle performe de manière similaire, ce qui valide entre guillemets le résultat. Quand on s'intéresse maintenant au modèle sans inclusion de la variabilité à court terme, on voit qu'on a une aire sous la courbe qui est légèrement inférieure. Et quand on compare les deux modèles, statistiquement, on observe que le modèle avec VCT est significativement meilleur, avec une aire sous la courbe qui est supérieure, mais qui n'est pas non plus nettement supérieure. On a 75% avec la VCT versus 70% sans la VCT. Ce qu'on observe surtout, c'est que quand on utilise la VCT dans la prédiction de la morbidité néonatale, on augmente en fait la sensibilité et on diminue fortement le taux de faux négatif. Voilà. Les principales forces de cette étude, c'était tout d'abord l'inclusion d'un grand nombre de patients par rapport aux études antérieures sur le sujet. Le recueil de données a été exhaustif, avec un ajustement qui a été réalisé sur les principaux facteurs de confusion.
Les modèles de prédiction ont été validés, notamment par bootstrapping. Bon, la principale limite provient du caractère unicentrique et rétrospective. Le recueil de données a été fait a priori sans aveu concernant l'issue. De plus, on peut toujours penser que la gestion du travail a été différente lorsqu'on savait que le fœtus était PAG, mais on a quand même essayé d'ajuster sur ce facteur. Enfin, on n'avait pas d'instant T exact de mesure de la VCT à partir du début du travail. Donc, en conclusion, on peut dire que la VCT apparaît comme un paramètre dynamique du rythme cardiaque fœtal avec une tendance décroissante au cours du travail, que cette diminution et l'ampleur de cette diminution est associée à la morbidité néonatale, et enfin que l'utilisation de cette VCT dans la prédiction de l'état néonatal permettrait du coup d'améliorer la détection des fœtus à risque de morbidité néonatale. Donc, il faudrait justement réaliser de futures études prospectives pour valider ces résultats et évaluer le meilleur seuil de décroissance de VCT dans la prédiction de l'état néonatal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, bravo pour cette étude, ces analyses assez impressionnantes, intéressantes, qui vont dans le sens de l'étude physiopathologique du RCF qui se développe de plus en plus, qui met très en exergue l'intérêt d'étudier la variabilité qui semble, et ça confirme, très associée aux issues défavorables lorsqu'elle est diminuée. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une question. C'est une étude que vous avez fait que dans les PAG, mais vous avez aucun chiffre. Vous n'avez pas été tenté de le faire dans les fœtus eutrophes parce que. Alors en fait, justement, c'est justifier finalement que des résultats franchement différents. Ce qui est intéressant, c'est effectivement l'indépendance statistique par rapport aux anomalies sévères du RCF, qui semble quand même montrer que. Alors en fait, on a comparé. On avait 948 fœtus eutrophes qu'on a appareillés à 948 fœtus PAG. Et ensuite, nous avons du coup, en fait, dans ce modèle de régression linéaire généralisée, en fait, vous avez le statut PAG en prenant comme référence le statut eutrophe. Et ce qu'on observe, c'est que en phase latente du travail, en première phase du travail et en seconde phase du travail, vous n'avez pas de différence significative entre les fœtus PAG et les fœtus eutrophes sur l'évolution de la VCT. Et en fait, cette courbe, elle présente la seule chose qui diffère en termes de VCT dans l'évolution du travail. Et en fait, c'est la morbidité néonatale. Ça veut dire que l'évolution a priori de la VCT pendant le travail entre les fœtus PAG et les fœtus eutrophes après 37 semaines est identique. Et il y a un autre travail dans la littérature qui avait été fait et qui montrait également qu'après 36 semaines, il n'y avait pas de différence entre la VCT en début de travail entre les fœtus PAG et les fœtus eutrophes. Donc effectivement, ça marche aussi pour les fœtus eutrophes et on ne s'attendait pas à trouver ça, mais c'est le cas. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas également, parce que c'est une réponse physiopathologique à l'acidose. Et est-ce que dans le critère anomalie sévère du RCF, vous aviez mis dedans l'absence de variabilité ? Alors, dans les critères, on a retenu en fait des rythmes qui étaient à haut risque d'acidose, donc la variabilité rentrait en compte, et souvent c'est des rythmes pour lesquels il y avait eu un pH au scalp ou une décision d'extraction par césarienne. Merci beaucoup. On va enchaîner. Je ne sais plus comment on fait. Bonjour, moi je vais vous présenter un travail qui porte sur le risque de morbidité maternelle sévère du postpartum en fonction de l'âge gestationnel d'accouchement chez les femmes avec grossesse gémellaire. Les grossesses gémellaires représentent environ 1,7% des grossesses en France. C'est donc une proportion assez faible de l'ensemble des grossesses, mais elles sont associées à une augmentation importante du risque de complications et notamment de complications maternelles. Le risque de morbidité maternelle sévère est 4 fois plus important en cas de grossesse gémellaire qu'en cas de grossesse unique. Et chez ces patientes, la principale cause de morbidité sévère sont les hémorragies obstétricales. Donc, optimiser les conditions d'accouchement de ces patientes semble fondamental pour essayer de diminuer leur risque de complications. La question de la voie d'accouchement a déjà été abordée par de nombreuses études qui ont permis de répondre à la question. En revanche, la question de l'âge gestationnel d'accouchement optimal des grossesses gémellaires est toujours sans réponse. Jusqu'à présent, les études qui se sont intéressées à cette question ont porté exclusivement sur le versant fœtal et néonatal. Et les données les plus récentes suggèrent que le terme d'accouchement qui serait associé à la plus faible mortalité périnatale serait 37 semaines d'aménorrhée.
En revanche, il n'y a pas de données sur le risque de morbidité maternelle sévère. Et donc, actuellement, la décision du terme d'accouchement des grossesses gémellaires repose seulement sur des arguments fœtaux et néonataux. Pourtant, la surdistension utérine, qui est un facteur de risque majeur d'hémorragie du postpartum, augmente avec l'âge gestationnel. Et donc, on peut faire l'hypothèse qu'il existe une augmentation du risque de morbidité maternelle sévère avec l'âge gestationnel d'accouchement. Notre objectif principal, c'était d'évaluer l'association entre âge gestationnel d'accouchement et morbidité maternelle sévère du postpartum chez les femmes avec grossesse gémellaire. Il s'agit d'une analyse secondaire de la cohorte Jumoda, qui était une cohorte observationnelle prospective en population, qui s'est déroulée de février 2014 à mars 2015. Et au total, 8823 femmes avaient été incluses dans cette étude. Pour cette analyse secondaire, nous avons exclu les femmes ayant accouché avant 22 semaines d'aménorrhée, ayant présenté une mort fœtale in utero ou une interruption médicale de grossesse. Nous avons également exclu les femmes ayant présenté une morbidité maternelle sévère en prépartum ou une pathologie présente en prépartum qui avait été directement responsable d'une morbidité sévère en postpartum. Notre critère de jugement principal, c'était un critère composite de morbidité maternelle sévère du per ou postpartum. Ce critère avait déjà été utilisé par plusieurs études et validé notamment sur une population de grossesse gémellaire. Voici la sélection de notre population. Nous sommes donc partis de l'ensemble de la cohorte Jumoda et après les exclusions que je viens de mentionner, finalement notre population d'analyse comprenait 7713 patientes. Voici nos premiers résultats. D'abord, dans la première colonne, la distribution de l'âge gestationnel d'accouchement au sein de notre population d'analyse. On remarque que presque la moitié des patientes de cette étude ont accouché entre 37 et 38 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Ensuite, dans la dernière colonne, on retrouve l'incidence de morbidité maternelle sévère pour chaque semaine d'aménorrhée. Cette incidence est minimale à 32 semaines d'aménorrhée. Elle augmente jusqu'à 37 semaines, puis elle semble se stabiliser. Et comme attendu chez ces patientes, la principale cause de morbidité sévère était les hémorragies du postpartum. Ensuite, voici les résultats de notre analyse multivariée avec, dans la dernière colonne ici, les risques relatifs ajustés de morbidité maternelle sévère pour chaque semaine d'aménorrhée. Comparé à 37 semaines d'aménorrhée, qui était notre catégorie de référence, le risque de morbidité maternelle sévère était plus faible pour toutes les catégories d'âge gestationnel d'accouchement plus précoce, et ce risque semblait augmenter de 32 à 37 semaines. Par contre, à partir de 37 semaines, le risque se stabilisait et ne semblait plus augmenter. Donc finalement, comparé à un accouchement à 37 semaines d'aménorrhée, le risque de morbidité maternelle sévère est plus faible en cas d'accouchement prématuré. Et d'après nos résultats, pour éviter un événement de morbidité maternelle sévère, 49 femmes devraient accoucher entre 34 et 36 semaines à la place d'un accouchement à 37 semaines. Or, la prématurité tardive est associée à une augmentation du risque de complications néonatales qui peuvent être sévères. Donc finalement, l'augmentation des risques néonataux semble surpasser le potentiel bénéfice maternel à programmer un accouchement de manière prématurée. En revanche, prolonger la grossesse au-delà de 37 semaines ne semble pas augmenter le risque de morbidité maternelle sévère. Donc, à partir de 37 semaines, le terme d'accouchement optimal doit reposer sur des considérations fœtales et néonatales. Et d'après les données les plus récentes, le nadir de mortalité serait atteint pour un accouchement à 37 semaines et le nadir de morbidité pour un accouchement à 38 semaines. Donc finalement, si on prend l'ensemble des arguments, un accouchement à 38 semaines comparé à 37 semaines, ça entraînerait une diminution de la morbidité néonatale aux dépens d'une légère augmentation de la mortalité périnatale, sans augmentation de la morbidité maternelle sévère à court terme. Les résultats de ce travail devraient donc permettre de prendre en compte le risque de morbidité maternelle sévère dans la décision du terme d'accouchement, afin d'améliorer la prévention des risques maternels dans les grossesses gémellaires. Je vous remercie de votre attention. Merci Lola pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Dans l'analyse que j'ai présentée, qui est l'analyse principale, oui, on n'a pas exclu les patientes qui avaient présenté des complications obstétricales. Je ne l'ai pas présenté ici parce qu'il fallait tenir les délais, mais on a fait une analyse de sensibilité sur une population à bas risque où on avait donc exclu toutes les patientes qui présentaient des complications obstétricales ou même des pathologies préexistantes sévères, et les résultats sont strictement similaires. C'est très intéressant, parce que c'est vrai qu'on voit que toute la littérature et les recommandations jusque-là étaient basées quasi exclusivement sur les risques néonataux. Donc, comme dans beaucoup de sujets. Encore une voie de réflexion sur des intérêts divergents entre la mère et le nouveau-né ou le futur nouveau-né. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, Maxime Chaillot, je suis docteur junior en gynécologie médicale au CHU de Nancy et aujourd'hui je vais vous parler de l'évaluation rétrospective d'un algorithme d'aide à la décision pour la prise en charge des grossesses de localisation indéterminée. Aujourd'hui, de nombreuses patientes consultent aux urgences gynécologiques pour des douleurs pelviennes ou des métrorragies en début de grossesse. Parmi ces patientes, le premier diagnostic à éliminer est bien évidemment la grossesse extra-utérine. Selon les données HS de 2017, on dénombre environ 16 000 cas de grossesse extra-utérine par an, soit environ 1 à 2% des femmes enceintes. On entend donc par grossesse de localisation indéterminée toute grossesse objectivée par un test de grossesse, qu'il soit urinaire ou sanguin, mais dont la localisation ne peut être définie à l'échographie. 4 issues sont alors possibles pour ces grossesses. L'évolution vers une grossesse intra-utérine, c'est-à-dire la visualisation d'un sac gestationnel intra-utérin. L'évolution vers une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire l'implantation de la grossesse en dehors de la cavité endométriale. L'évolution vers une perte de grossesse de localisation indéterminée, c'est-à-dire une grossesse dont la localisation, une grossesse de résolution spontanée, sans visualisation d'une grossesse, elle aura été soit intra, soit extra-utérine. Et enfin, l'évolution vers une grossesse de localisation indéterminée persistante, c'est-à-dire une succession d'au moins 3 dosages d'HCG variant de moins de 15% associés à une localisation toujours indéterminée à l'échographie. L'incidence des grossesses de localisation indéterminée est estimée entre 5 et 42% des patients qui consultent aux urgences gynécologiques. Les patientes à risque de GU sont suivies de très près avec des examens paracliniques et cliniques toutes les 48 heures jusqu'à la localisation définitive de leur grossesse. En réalité, parmi les GLI, il s'agit principalement de grossesse intra et de perte de grossesse plutôt que de grossesse ectopique. Plutôt que de définir à chercher la localisation définitive de la grossesse, les protocoles et les stratégies définissent aujourd'hui les grossesses à faible ou haut risque de complications, dans le but d'accentuer la surveillance des patientes à risque de grossesse extra-utérine. Donc, différents protocoles et stratégies ont été développés au cours des 20 dernières années, principalement sur la population anglaise, et ont permis d'aboutir à l'élaboration de modèles mathématiques comme outils de décision dans la détermination de la localisation de la grossesse, mais également dans l'estimation du risque de complications. Et donc le dernier modèle a été développé en 2020, c'est le modèle mathématique M6, qui a la particularité d'associer le dosage de l'HCG et de la progestérone. Donc ce modèle a été développé sur une large population de 2750 patientes, et donc consiste en 2 étapes. La première étape consiste en une sélection des patientes avec des grossesses de localisation déterminée à faible risque, avec le dosage initial des bêta-HCG et la progestérone. En cas de progestéronémie inférieure ou égale à 2 nanomoles par litre, les patientes sont invitées à réaliser un test urinaire de grossesse à 2 semaines et auront consulté aux urgences une seule fois. Les patientes qui présentent une proge supérieure à 2 sont invitées à reconvoquer à 48 heures aux urgences gynécologiques pour un second dosage de bêta-HCG. Elles sont ensuite intégrées au modèle M6 et estimées à haut ou faible risque de complications. En cas de risque de GU supérieur ou égal à 5%, elles sont évaluées à haut risque et reconvoquées toutes les 48 heures aux urgences pour une prise de sang et une écho comme on le fait actuellement. En cas de risque inférieur à 5%, les patientes sont classées à faible risque avec soit une tendance perte de grossesse, soit une tendance grossesse intra. Dans le premier cas, on les invite à réaliser un test urinaire à 2 semaines et dans le second cas, une échographie à 1 semaine. Donc ce modèle a démontré que 62,1% des grossesses de localisation indéterminée ont pu être classées à faible risque avec une valeur prédictive négative de 98,6%.
et les grossesses extra-utérines ont été classées à haut risque avec une sensibilité de 92%. De plus, 16% des grossesses de localisation indéterminée ont été classées à faible risque dès la première consultation, ce qui aurait permis d'éviter une seconde consultation aux urgences pour environ une patiente sur 6. Actuellement, aux urgences gynécologiques de Nancy, toutes les patientes sont reconvoquées toutes les 48 heures jusqu'à la localisation définitive de leur grossesse. Devant l'absence de protocole et les pratiques hétérogènes selon les différents praticiens, les patientes subissent de nombreux examens cliniques et paracliniques. Nous sommes donc posé la question de l'application de ce modèle sur notre population. Nous avons donc mené une étude rétrospective incluant toutes les patientes qui ont présenté une grossesse de localisation indéterminée sur l'année 2019. Nous avons exclu les patientes qui présentaient une grossesse extra-utérine, les patientes dont le suivi n'était pas possible et les grossesses molaires. Donc voilà comment se présente le modèle. Il est accessible pour tous sur Internet, sur téléphone, sur tablette. Il s'agit uniquement de rentrer le taux d'HCG initial, le taux d'HCG à 48 heures, si la patiente bénéficie ou non d'un traitement par progestérone, et enfin la progestéronémie initiale. Donc nous avons inclus 197 patientes. Parmi ces 197 patientes, 16 auraient été classées perte de grossesse à l'étape 1. Parmi ces 16 patientes, 15 ont effectivement présenté une perte de grossesse et une patiente, une grossesse extra-utérine. À l'étape 2, nous aurions eu 90 patientes estimées à haut risque, parmi lesquelles 27 ont effectivement présenté une grossesse extra-utérine et 91 patientes classées faible risque, parmi lesquelles une grossesse extra-utérine. Ce modèle a donc démontré une utilisation a priori rassurante sur la population des urgences gynécologiques de Nancy, puisqu'on a démontré une sensibilité de 96,4% et une valeur prédictive négative de quasiment 99% pour la détection des grossesses extra-utérines, ce qui concorde avec les données des cohortes britanniques et australiennes qui ont été réalisées. De plus, 53% des patientes auraient été évaluées à faible risque, ce qui aurait permis d'éviter au minimum 105 consultations aux urgences gynécologiques sur l'année 2019. Néanmoins, comme vous avez pu le voir, deux patientes ont été ont présenté une grossesse extra-utérine et classées à faible risque. Nous avons repris les dossiers de ces deux patientes pour essayer de comprendre pourquoi elles ont été évaluées à faible risque. Dans les deux cas, il s'agissait de grossesses dont la localisation n'a jamais été déterminée. Nous n'avons jamais vu de masse latéro-utérine. Et pour la seconde grossesse, il s'agissait d'une grossesse classée intra-utérine avec un score à 4,9% pour un seuil à 5%. Cette étude permet du coup de discuter notamment de l'harmonisation des pratiques avec le dosage de la progestérone initiale systématique pour toutes les patientes qui présentent une grossesse de localisation indéterminée. Pour conclure, l'utilisation de modèles mathématiques est une perspective intéressante pour la prise en charge des patientes qui présentent une grossesse de localisation indéterminée aux urgences gynécologiques. Néanmoins, ceci reste un outil d'aide à la décision, et il convient toujours de traiter la patiente et non le résultat du test. Je vous remercie. Merci. Donc une question que je vais vous poser suite de cette étude. Vous allez donc faire passer le modèle de triage dans votre pratique clinique. Vous êtes en train de le faire. On est en train de le faire parce que c'est un protocole à monter, etc. Donc il faut que ce soit validé par le CHU. C'est vrai qu'on a des services d'urgence qui sont souvent largement embolisés par de nombreuses consultations ou des patientes qui sont également en suivi en fait pour des grossesses de localisation indéterminée. Donc c'est vrai que l'économie de consultation est quand même assez intéressante au prix d'une perte de chance pour les patientes qui paraît. Il y a quand même 2 GU. Même si on discute effectivement sur la véracité au moins d'une d'entre elles. Mais... Les études qui ont été réalisées en faisant toute la littérature, effectivement, l'utilisation de ce modèle mathématique, dans tous les cas, il y a des GU qui vont passer à la trappe, ça c'est inévitable. Et toutes les GU qui ont été manquées dans les études qui ont été menées, il n'y en a aucune qui a présenté un effet indésirable grave. Elles ont toutes été récupérées, soit parce que les patientes, elles reconsultaient d'elles-mêmes parce qu'elles avaient des grosses douleurs ou des saignements abondants, ou soit on les récupérait après. Le risque, c'est qu'en sortie de modèle, on est quand même un peu plus sûr du résultat et que du coup, effectivement... Le risque, c'est quand même de perdre de vue des patientes. Complètement. Potentielles. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Oui, on arrive à l'avoir en même temps que les bêta. Ouais, c'est le problème. Voilà, ça nécessite quand même pour le laboratoire des petits ajustements, je pense quand même. Complètement, ouais. Il faut bien que ça respecte les critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut que le suivi ambulatoire soit possible pour la patiente, sinon
On la surveille toutes les 48 heures. Et l'info aux patientes en disant attendez, voilà, c'est un modèle, il est pas complètement. Enfin, il y a une possibilité qu'il soit infaillible. Merci. On continue donc dans la maturation cervicale multiple. Facteur de risque de maturation cervicale multiple au cours du déclenchement artificiel du travail, cohorte rétrospective. Aurélie Lépée. C'est ça. Bonjour à tous. Je suis également docteur junior en obstétrique, actuellement à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Essayez de parler bien proche du micro parce que je pense que tout le monde ne vous entend pas. Ou baissez-les, ouais, peut-être un peu. C'est mieux. Donc le travail s'intitule Facteur de risque de maturation cervicale multiple au cours du déclenchement artificiel du travail. Il s'agit d'un le taux de déclenchement actuel est globalement à 22% dans la littérature, dont 2/3 des cas nécessitent une maturation cervicale initiale. Quand on regarde les pratiques dans la littérature, on voit qu'elles sont nombreuses. Il y a de nombreuses études, comme on peut voir dans cette méta-analyse réalisée en 2016, où on voit toutes les études sur tous les moyens de maturation cervicale disponibles. Il n'y a pas de définition non plus consensuelle de l'échec de déclenchement dans la littérature, donc ça complexifie encore un petit peu plus toutes les informations qui sont disponibles. Et malgré toutes ces études, il n'y a aucune méthode qui apparaît clairement supérieure aux autres en termes d'efficacité et de sécurité d'emploi. Et les grandes sociétés savantes ne permettent pas non plus de définir clairement les modalités pratiques de la maturation cervicale. Et donc, dans notre maternité, on laisse libre choix à l'obstétricien pour le choix de la méthode de maturation. Et donc, on a vu dans notre maternité un certain nombre répété de maturations vraiment multiples qui ont duré vraiment un certain temps, qui ont été répétées, et donc ont nécessité, qui ont posé des problèmes en termes de contraintes spatiales, de contraintes temporelles, et aussi des problèmes en termes de vécu de la patiente, de ces maturations un peu longues. Et donc, on a voulu dépister cette population à risque de maturation multiple pour vraiment remettre la patiente au cœur de la prise en charge. Donc, l'objectif de l'étude, c'était d'identifier les facteurs de risque de maturation cervicale multiple au cours du déclenchement du travail, et aussi de faire un état des lieux des pratiques de maturation au sein de notre maternité, qui est une maternité de type 3 avec 4500 naissances par an. Toutes les patientes qui ont bénéficié d'une maturation au cours de l'année 2020 dans notre maternité étaient éligibles, et on a exclu les utérus cicatriciels, les grossesses multiples, les présentations du siège, les morts fétales et les IMG. Et donc, c'est une étude de cohorte rétrospective unicentrique. On a classé la population en deux groupes, un groupe de maturation unique et un groupe qui a reçu au moins 2 méthodes de maturation. Il y avait 4600 accouchements sur la période d'étude, 24% ont bénéficié d'un déclenchement du travail, et 2/3 ont nécessité une maturation cervicale. Donc au total, on a inclus 564 patientes, 450 dans le groupe maturation unique et 114 dans le groupe maturation multiple. Et parmi les patientes dans le groupe maturation multiple, 81 ont bénéficié de 2 maturations, 19 de 3 maturations et 14 de 4 maturations. Pour les patientes qui ont bénéficié d'une seule méthode, on voyait surtout utiliser le gel et le misoprostol Peros. Pour les patientes qui ont eu 2 méthodes de maturation, on utilisait surtout en première intention le misoprostol. À partir de 3 méthodes de maturation, la 3e méthode utilisée était surtout le gel. Et enfin, pour les patientes qui ont eu 4 méthodes, c'était vraiment, c'est à partir de là qu'on a vu apparaître la place du ballonnet. Et donc, au total, sur toutes les méthodes utilisées, la méthode la plus fréquemment utilisée dans 51% des cas, c'était le misoprostol Peros, le gel, puis le tampon de Propès, et enfin il y a seulement 21 patientes hors utérus cicatriciel, parce qu'on les a exclus, qui ont nécessité, qui ont eu une maturation par ballonnet. Quand on regarde le nombre de maturations successives et les motifs de passage en salle de naissance,
61% des patientes se sont mises en travail après une maturation unique, alors que seulement 21% après 3 ou 4 maturations se sont mises en travail et les autres ont eu besoin d'une poursuite du déclenchement. Quand on regarde les issues de grossesse, la durée, quand on compte la durée de présence en salle de naissance hors maturation, l'utilisation d'ocytocine en cours de travail et le pourcentage de césarienne, on voit que c'est significativement plus important dans le groupe maturation multiple. Quand on regarde les facteurs de risque maternels, on retrouve seulement l'IMC de façon significativement associée à la maturation multiple. La parité n'avait pas été retrouvée en analyse univariée. Et parmi les facteurs obstétricaux, on a le terme, l'état des membranes avant déclenchement, le score de Bishop et l'absence de contraction utérine. Et les patientes également qui sont déclenchées pour diabète ont aussi un risque plus important de maturation multiple. Et enfin, c'est pas noté sur la diapo, mais quand on compare entre les deux groupes par rapport à la première méthode de maturation qui a été utilisée, il n'y avait pas de différence significative dans les deux groupes. Et enfin, en analyse univariée, on retrouve les mêmes critères, sauf que la nulliparité est un facteur de risque indépendant en analyse multivariée. Et enfin, le score de Bishop n'apparaît pas significatif. On a pris un score de Bishop inférieur à 4 dans notre étude. Il y a une tendance pour l'association avec la maturation multiple, mais c'est pas significatif. Donc, au total, on a pu mettre en évidence différents facteurs de risque indépendants de maturation cervicale multiple. Elles sont classées sur la diapo en fonction de la force de l'association. C'est les membranes intactes en début de travail, un âge gestationnel de moins de 40 semaines, l'obésité, la nulliparité, l'absence de contraction utérine et, entre parenthèses, donc le score de Bishop avec une tendance, mais l'absence de significativité. Je ne sais pas s'il reste encore un tout petit peu de temps, on peut peut-être discuter juste de l'ouverture. Vraiment, ça nous a permis, dans notre maternité, de discuter de la pertinence des maturations multiples et notamment avec absence de mise en travail supplémentaire à partir de 3 ou 4 méthodes de maturation et surtout vraiment un taux de césarienne plus important et plus de durée en salle de naissance. Et donc depuis la thèse et depuis le travail, maintenant on fait plus que 2 méthodes de maturation. On a vraiment limité le nombre de méthodes et on va plus au-delà, donc on va regarder un petit peu dans les chiffres pour voir ce que ça donne. C'est important de prendre en compte tous les facteurs de risque. On s'attardait surtout sur le score de Bishop, mais en fait il faut prendre la patiente dans sa globalité pour pouvoir avoir une prise en charge personnalisée. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et pour ces données. C'est qu'on a rarement des données sur des patientes qui peuvent avoir jusqu'à 4 lignes de maturation cervicale. C'est pour ça qu'on a voulu dire là c'est plus possible. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous n'avez pas testé le syntocinon comme deuxième méthode de maturation? Non, c'est une boutade. Mais effectivement, je pense que la question qui restera à être tranchée dans les années à venir, c'est de savoir quelle est la pertinence des maturations multiples, même deux, on peut se poser la question. Oui. On a débuté un essai multicentrique que vous connaissez peut-être qui s'appelle OPIC, auquel certains centres participent, qui est destiné à essayer de trancher cette question. Et je pense que le point de vue des patientes est important aussi, parce que des maturations multiples, c'est quand même pour les patientes parfois quand même un peu lourd, surtout quand c'est aussi pour ça qu'on on additionne les moyens vaginaux comme le ballon, le propès. Enfin, quand on additionne ces moyens-là, c'est quand même difficile à vivre. C'est très difficile à vivre pour la patiente. Oui, une question? Parlez fort. Alors, non. Là, c'est ça? C'est le délai entre le début du déclenchement, donc ça inclut la maturation. Par contre, la durée de présence en salle, c'est vraiment hors maturation. C'est ça la différence entre les deux. On laisse pas 60 heures, 60 heures. Okay. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à la dernière présentation de cette session. Avant-dernière, je crois, non? Je crois qu'il y a une oratrice qui... Ah, il y a une oratrice en moins? Oui. D'accord.
Donc ce serait la présentation sur l'impact de la pandémie. Emmanuel, c'est pour toi. Donc, il faut... Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous reparler de Covid et de l'impact de cette pandémie sur la prématurité et les morts fœtales in utero. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons tous vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vraiment me concentrer sur le début de la pandémie et sur le confinement. Est-ce que cette pandémie, à l'époque où tous les pays étaient confinés, est-ce qu'on avait un impact significatif sur la prématurité? Dans cette méta-analyse du Lancet, on voit qu'il n'y a pas d'impact sur la prématurité. Toutefois, lorsqu'on regarde les études, il y a une hétérogénéité selon que les données viennent de pays à niveau de ressources élevés ou de pays moins favorisés. En gros, il y aurait eu moins de prématurité dans les pays riches par rapport aux pays pauvres. Et lorsqu'on s'intéresse spécifiquement à la prématurité spontanée, on a encore moins de données que 2 études sur des pays plutôt favorisés. Alors ça, c'est quelques exemples de pays pour lesquels on a eu un impact sur le taux de prématurité de ce confinement. En Irlande et au Danemark, il y a eu une forte diminution de la prématurité. En revanche, aucun effet ou une légère augmentation du risque de prématurité au Royaume-Uni, en Inde, au Népal. C'était un peu moins clair aux Pays-Bas, où il y avait un effet très fugace des mesures sanitaires, et dès que le confinement a été mis en place, on n'observait plus cette réduction de la prématurité. Donc de nombreuses questions restent en suspens dans ces études qui explorent confinement versus pas de confinement. D'abord, la durée variable de la période sans confinement. On passe d'un comparateur parfois qui dure 10 mois à parfois 20 ans. Parfois, ce qu'on appelle la période confinement dans les études ne correspond pas strictement aux dates réelles du confinement. Le critère de jugement habituellement, c'est l'âge gestationnel de la naissance, mais parfois c'était le poids de naissance. Et puis on a des résultats très contradictoires sur la sévérité de la prématurité. Et puis, comme souvent en obstétrique, des études qui portent uniquement sur les grossesses monofœtales et d'autres études qui mélangent avec les grossesses multiples. Donc, nous avons voulu savoir ce qu'il en était en France, et nous avons en France une base médico-administrative exhaustive qui est le PMSI. Le PMSI concerne exclusivement les données hospitalières, mais pour les accouchements, les données hospitalières sont pertinentes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accouchements en dehors des hôpitaux et des maternités. Donc nous avons comparé l'année 2020 aux années 2017-2019 en faisant une comparaison mois par mois de janvier à septembre. Donc on est bien d'accord que dans cette période-là, aucune femme n'était vaccinée puisque le vaccin n'existait pas en France. C'est une étude qui a reçu un avis favorable d'un comité d'éthique et qui était financée par un appel d'offres de l'ANR. Donc dans ces études médico-administratives, évidemment, les effectifs sont énormes, puisque là on est sur une analyse qui porte sur 2 117 000 femmes. En 2020, c'était 511 000 femmes, et sur la période 2017-2019, c'était 1 605 000 femmes. Donc là, vous avez la répartition année par année des différentes patientes. Et voilà le résultat de l'étude. Oui, en France, il y a bien eu une réduction de la prématurité si on s'intéresse à la période d'avril jusqu'à mai. Et je vous rappelle que le premier confinement a démarré le 17 mars et a pris fin le 11 mai 2020. Eh bien, sur cette période avril-mai, on avait une réduction de la prématurité de moins 7,53%. On passait de 5,31% en 2017-2019 à 4,91% en 2020. Lorsqu'on regarde l'âge gestationnel des naissances, on avait un effet principalement sur la prématurité extrême inférieure à 28 semaines d'aménorrhée avec moins 12%, moins 13%.
et sur la prématurité tardive de 32 à 37 semaines avec moins 8%. La prématurité modérée n'était pas affectée par cette protection du confinement. On ne retrouvait aucun effet bénéfique et protecteur sur les grossesses multiples, qu'il s'agisse des grossesses gémellaires ou des grossesses multiples de haut rang. Et sur cette étude médico-administrative, on n'observait pas de signal sur les morts fœtales in utero. Nous nous attendions à avoir davantage de morts fœtales in utero en 2020 sur la période de janvier-septembre. Nous ne l'avons pas observé. Lorsque l'on regardait les femmes infectées Covid+, au début de la pandémie, on retrouvait beaucoup plus de prématurité, quel que soit le type de prématurité, quel que soit l'âge gestationnel. Mais on se rappelle bien qu'à cette période, le diagnostic n'était pas fait comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les tests que l'on a maintenant, et donc beaucoup de femmes qui étaient négatives à l'époque étaient en réalité n'étaient soit pas testées et certaines étaient infectées. Lorsqu'on regarde cette prématurité chez les femmes négatives ou non testées, donc possiblement infectées, eh bien, on a une différence entre la période 2017-2019 et la période 2020, donc c'est la ligne verte. C'est là où on a la prématurité, le risque de prématurité le plus faible. Dans une autre étude, nous avons approfondi un peu cette question du risque de prématurité chez les femmes infectées. Cette fois-ci, on avait pris la période mars à décembre, toujours sur le PMSI, et on a pu faire la régression logistique sur la France, calculer l'odd ratio ajusté, qui était de 1,77, donc à peu près 2 fois plus de risque d'avoir une prématurité, et on a pu comparer par rapport aux autres, ajustés par rapport aux autres facteurs de risque de prématurité. Donc l'infection Covid, ça donne plus de risque de prématurité que le diabète gestationnel, que la nulliparité, l'obésité, l'âge maternel, à peu près autant que l'hypertension artérielle, mais moins de prématurité que le diabète préexistant, les malformations fœtales, la prééclampsie ou l'hématome rétroplacentaire. Je reviens sur cet effet protecteur du confinement qui est quelque chose d'assez intéressant. C'est intéressant parce que la littérature antérieure sur le repos au cours de la grossesse, c'est la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire que ces femmes ont eu moins de prématurité parce qu'elles étaient à domicile. Eh bien, on n'a jamais réussi à vraiment montrer un bénéfice du repos sur le risque de la prématurité. Or là, on l'observe clairement. Et en fait, à bien y réfléchir, la problématique du confinement est bien plus complexe puisqu'il y a des problématiques de stress au travail, de pollution, des facteurs économiques, des facteurs nutritionnels, des facteurs de transport, d'accidents, d'infections. Donc en fait, ce confinement, ce n'était pas uniquement le repos physique. Et puis, les choses sont complexes. On peut imaginer qu'au cours du confinement, il y a eu, et c'est quelque chose qui a été démontré, davantage de violences conjugales, davantage de prise de toxiques, et donc les choses ne sont jamais simples. Et pour donner encore plus de complexité à cette problématique, on peut imaginer un effet différent, un effet protecteur différent du confinement en fonction de l'âge gestationnel auquel les femmes sont exposées. Si on prend une femme, par exemple, qui a une conception en mi-janvier et mi-mai, on aura une prématurité extrême uniquement observable en juillet, août, septembre. Et donc, parmi elles, on estime que 40% des conceptions ont eu lieu pendant le confinement. Ce n'est pas tout à fait la même situation que la prématurité observée à 28-32 semaines ou 32-37 semaines en juillet, août, puisque dans ces cas-là, l'exposition au confinement sera plus tardive au cours de la grossesse, donc possiblement plus apparent. Donc évidemment, les données du PMSI sont limitées parce que ces données médico-administratives n'ont pas été conçues pour faire de la recherche. Ce sont des données exclusivement hospitalières. On n'a pas des données explicatives fines telles que les données nutritionnelles, le tabagisme, les infections. Et puis, par exemple, sur la question des fausses couches, c'est absolument inexploitable. Donc, ma conclusion est la suivante. Il y a un effet bénéfique possible des larges mesures socio-environnementales. Et nous tous, en tant qu'obstétriciens ou professionnels intéressés par la prématurité, ça doit nous interroger. Et je pense qu'on devrait essayer de réfléchir davantage aux comportements susceptibles de réduire la prématurité, même si je n'ai pas d'explication simple. Je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel pour cette
étude très large et très intéressante qui remet en cause effectivement certains concepts. On va confiner les femmes enceintes, quoi, en fait, maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique, ça, je ne sais pas. Mais si ce que je viens de vous dire est vrai, il y a quand même il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Y a-t-il des questions? Oui. Les données, on n'a que ça. On n'a que ce que je vous ai présenté. Après, aller plus loin dans la réflexion, c'est pas simple. Oui. Alors, la prématurité induite, on arrive à l'estimer, mais c'est du bricolage. C'est du bricolage. On n'a pas un code prématurité induite, pas de prématurité induite. Donc, comment est-ce qu'on fait? On réfléchit à tout ce qui peut justifier des déclenchements ou une césarienne, et voilà. Mais c'est pas propre sur le plan méthodologique. C'était la même question? Ok. Mais merci Emmanuel, parce que moi je partage tout à fait tes analyses et les réserves. On observe on pense observer quelque chose. Le pourquoi, je pense qu'on peut affirmer que de manière certaine, ça ne serait pas lié uniquement au repos. Ça serait comme ta diapositive sur le fait que c'est sûr et certain que plein de paramètres interviendraient s'il y a un effet, s'il y a eu un effet. Et puis l'autre chose troublante, c'est que cet effet dure après le confinement aussi. Et ça, il y a probablement une question d'exposition, le moment de la grossesse où la femme est exposée. Merci beaucoup. Merci. Donc on termine là cette session de ce matin. Merci à tous les communicants pour la qualité de leur présentation et merci à vous pour vos questions. Oui, bravo à tous. Bonne matinée.